Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV, émission largement consacrée bien évidemment à la crise politique suite à la démission de Sébastien Lecornu, annoncée aux alentours de 9h40 ce lundi matin. On va réentendre le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République qui s'est exprimé une heure plus tard sur le perron de Matignon, et on y revient dans un instant avec Wally Bordas, auteur de l'indispensable Palais Bourbier aux éditions Perrin. Wally Bordas du service politique du Figaro. Et Frédéric Michaud de l'Institut Opinionway. Et puis à la veille de la commémoration du 7 octobre, hommage aux Juifs de France. Ils sont sur le sol français depuis les Romains. Ils sont fantasmés, trop souvent méconnus. Mais qui sont-ils exactement? Denis Oliven leur consacre un dictionnaire amoureux et savoureux. Ce sera la dernière, mais pas la moindre, des conversations de ce nouveau numéro spécial de Point de vue. Bonjour Wally Bordas. Bonjour Vincent. Sébastien Lecornu s'est exprimé ce matin, on va l'écouter. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre 2027, l'élection présidentielle. Je ne veux pas toutes les citer, mais on le sait, sécurité du quotidien, les questions liées au pouvoir d'achat et au travail, la Nouvelle-Calédonie, les armées, dans un contexte international difficile, et tant d'autres sujets. Wally Bordas, est-ce que le Palais Bourbier a eu la peau de Sébastien Lecornu? Avant même qu'il y mette les pieds, oui. La réponse est très claire. Et je pense que surtout, aujourd'hui, ce sont les partis qui ont eu la peau de Sébastien Lecornu. On a vu le PS qui n'a cédé finalement sur rien. On a vu LR absolument intransigeant. Donc aujourd'hui, finalement, il a même renoncé avant son discours de politique générale, ce qui est quasiment du jamais vu, un gouvernement de moins de 24 heures. Justement, il est revenu sur cette question malgré et les concessions qu'il avait faites jusqu'à présent. On l'écoute, on y revient juste après. Ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. Est-ce que la crise qui conduit à la démission de Sébastien Lecornu n'est due qu'à des histoires d'ego? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle est surtout due à une équation insoluble. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ce livre il y a 1 an et demi et qu'il est paru il y a quelques semaines. C'est qu'aujourd'hui, après les législatives de 2024, il est impossible de gouverner. Il est absolument impossible de gouverner. L'Assemblée nationale est coupée en 3. On a la gauche, on a la droite et le centre, on a la droite nationaliste, le Rassemblement national. Et en fait, ces 3 blocs ne sont pas d'accord. Donc il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il est impossible de tenter de mettre ces gens d'accord, de tenter des compromis, des consensus un peu mous. Et on le voit bien, Michel Barnier a essayé, il s'est fait censurer, François Bayrou a tenu quelques mois de plus, mais finalement il s'est fait censurer aussi. Et aujourd'hui, Sébastien Lecornu, qui en moins de 24 heures abdique, c'est bien qu'il n'y a pas de solution à cette Assemblée nationale. Le pays est devenu ingouvernable du fait de la dissolution
et du résultat qui est sorti des urnes en juillet dernier, enfin en juillet 2024. Donc aujourd'hui, très clairement, le président de la République se retrouve dans une impasse. Ouais. Mais finalement, l'une des logiques à l'issue de l'élection législative de 2024, c'était de nommer un Premier ministre ou une Première ministre de gauche, vu que cette coalition était la première coalition à l'Assemblée. Si, d'aventure, cette hypothèse, là on est en train de faire de la politique fiction, hein, donc on recourait à cette hypothèse. Dans la configuration des résultats de l'élection législative de 2024, est-ce qu'il pourrait y avoir une personnalité issue de la gauche, et issue de l'ex-nouveau Front populaire, et aurait-elle une majorité? Je ne vois absolument pas le chemin. Soit cette personnalité sera trop à gauche, donc à tendance mélenchoniste, et donc elle sera censurée de Gabriel Attal au Rassemblement national, elle n'a pas de majorité, ou soit cette personnalité est trop à droite pour les mélenchonistes et trop à gauche pour le RN et LR par exemple, donc disons un Olivier Faure, et elle sera censurée également. Donc en fait, peu importe la configuration, vous pouvez nommer un Premier ministre du Rassemblement national, vous pouvez nommer un Premier ministre du Nouveau Front populaire, vous pouvez nommer d'autres Premiers ministres macronistes, ça ne marchera pas. Il y avait un semblant de majorité, il n'y a plus de majorité, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Il n'y a plus de majorité, et encore plus aujourd'hui, on l'a vu dans la manière dont LR et les macronistes se déchirent là depuis quelques heures. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait observé l'éclatement du nouveau Front populaire. Est-ce qu'on ne vit pas surtout en ce moment, ou ces dernières heures, celui de l'éclatement du socle commun? Et voilà, la question c'est cette rupture qui est en train d'être opérée par les LR, par Bruno Retailleau, suite, on le rappelle, à la nomination de Bruno Le Maire au poste de ministre des Armées. Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est dans la durée? Ou est-ce qu'elle est uniquement temporaire? Est-ce qu'on a compris pourquoi, puisque c'est le Figaro hein, notamment qui l'a révélé, également notre confrère du Parisien Marion Mourgue, que Sébastien Lecornu n'avait pas dit à l'issue de l'heure et demie d'entretien que Bruno Retailleau et Sébastien Lecornu ont eu ce dimanche, après d'ailleurs la réunion très longue et très fournie apparemment des LR, pourquoi est-ce qu'on a compris pourquoi Sébastien Lecornu n'avait pas voulu dire à Bruno Retailleau, n'a pas dit à Bruno Retailleau que Bruno Le Maire allait être nommé ministre des Armées? S'il lui ment par omission, je pense que c'est parce qu'il sait que c'est un sujet urticant pour les Républicains, et d'ailleurs ça l'est on l'a vu depuis, pour toute la classe politique, hein, enfin toutes les oppositions en tout cas. On a vu la réaction de la gauche et du Rassemblement national qui n'était pas moins violente que celle de Bruno Retailleau et des LR, donc s'il le cache au terme de ces 1h30 d'entretien quand même avec le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il sait que cela va poser problème, et qu'il se dit, je pense, en dépit de cette annonce, mis sur le fait, mis devant le fait accompli au moment de l'annonce du gouvernement, Bruno Retailleau ne pourra pas faire machine arrière. Il y a une erreur de perception. Totalement. À l'Élysée et à Matignon. Il y a une erreur de perception sur le pourquoi LR est au sein du gouvernement. LR était au sein du gouvernement pour assurer la stabilité. Il le répète depuis la nomination de Michel Barnier il y a plus d'1 an. Et en fait, ils ne sont pas au gouvernement envers et contre tout. Et là, pour le coup, il y avait un élément trop urticant, trop clivant pour qu'il puisse y rester. On observe l'éclatement du socle commun, mais à l'intérieur de ce socle commun, il y a également un bloc majoritaire composé de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, de Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et du Modem, le parti de François Bayrou. Et alors, est-ce que, là aussi, il n'y a pas un autre éclatement? Est-ce que ce bloc majoritaire, enfin, ce bloc central, n'est, lui, pas aussi en train d'exploser? Plus rien ne semble tenir. Plus rien ne semble tenir. Tout semble exploser en vol. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même à l'acmé de cette crise politique-là. Comment se matérialise d'ailleurs cet éclatement du bloc majoritaire? Vous avez vu, ne serait-ce que hier,
le nombre de réunions de chacun des groupes parlementaires, de chacun des partis composant la majorité, qui ont eu lieu tout au long de la journée pour déterminer si oui ou non ils allaient soutenir le gouvernement Le Cornu et faire partie de cette majorité, ça prouve qu'aujourd'hui, finalement, c'est chacun pour soi. On est à moins de 2 ans du début de la présidentielle. Chacun essaye de positionner son écurie du mieux qu'il le peut. Et donc aujourd'hui, la situation politique, les nouveaux gouvernements qui vont être nommés ne conviennent finalement à pas grand monde. Et chacun va essayer de se pousser du coude, en quelque sorte, pour être le mieux placé en vue de 2027. L'après-Macron, en fait, est dans toutes les têtes. Et c'est cette dynamique qui explique l'issue de cette crise, enfin, en tous les cas, qui explique la crise actuelle. Ça veut dire que là aussi, l'Élysée ou Matignon n'ont pas mesuré réellement la situation? Moi, je pense que soit ils sont totalement déconnectés de ce que pensent les Français et même les oppositions, qui pourtant leur crient... Voir les majorités. Voir les majorités. Le sujet urticant Bruno Le Maire est quand même assez... Pourquoi tant de haine à l'égard de Bruno Le Maire? Il est en quelque sorte le ministre de l'économie des 1000 milliards dépensés ces dernières années. Et donc... pas le seul responsable. Et donc, non, mais bon, pour les oppositions, il est le diable. Et les LR, on l'a bien vu ces dernières heures, n'ont pas envie d'apparaître dans un gouvernement où il y aurait ce ministre Bruno Le Maire qui, en quelque sorte, a une grande partie des critiques sur sa personne. Alors, plusieurs questions. D'abord, sur les LR, donc, il y a eu une longue réunion en début d'après-midi ce dimanche, 15h30, 16h30, au sein desquelles, réunion en visio, où ils ont débattu pour savoir s'il fallait participer ou pas au gouvernement. Une ligne a émergé, c'est celle de Laurent Wauquiez, enfin une décision a été prise, c'est celle de participer, c'était la décision majoritaire. Mais Laurent Wauquiez, qui est le président du groupe à l'Assemblée, lui, en tous les cas, d'après ce qu'on pouvait lire, était contre. À combien Laurent Wauquiez peut évaluer ses troupes à l'Assemblée sur cette ligne-là, sur cette ligne anti-Retailleau participation au gouvernement? C'est assez intéressant ce qui s'est passé hier, finalement, parce que Laurent Wauquiez a anticipé l'explosion qui allait avoir lieu quelques heures plus tard. Finalement, pendant cette réunion, il est l'un des seuls, avec quelques autres députés, mais il est l'un des seuls, en tout cas parmi les ténors du parti, à plaider pour la non-participation au gouvernement et donc pour un soutien sans participation. Et la ligne Retailleau est largement majoritaire. Il y a Bellamy qui soutient également cette ligne. Il y a Michel Barnier également, ancien Premier ministre. Et Laurent Wauquiez est donc l'un des seuls, avec quelques députés, à tenir la ligne d'une non-participation. Au final, quelques heures plus tard, Bruno Retailleau, forcé et contraint par la nomination de ce gouvernement, la présence de Bruno Le Maire et le non-respect de certaines des lignes rouges qu'avait pu mettre LR au Premier ministre, a dû se mettre sur la même ligne que Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, je pense que, pour répondre à votre question sur combien au sein du groupe parlementaire LR sont pour une non-participation ou pour un non-soutien au gouvernement, je pense qu'après ce qui vient de se passer, la quasi-totalité. Pour l'Assemblée, il n'y a plus d'ordre du jour? Il n'y a plus d'ordre du jour. D'ailleurs, il n'y en avait même pas, puisqu'on attendait le discours de politique générale, les premiers textes qu'allait mettre à l'ordre du jour le Premier ministre Sébastien Lecornu et ses ministres. Donc aujourd'hui, l'Assemblée va être dans une nouvelle période, un peu de vague et de ralenti, où il ne va pas se passer grand-chose. Les commissions vont être ouvertes, il va y avoir quelques petites auditions, aucun débat dans l'hémicycle, aucune question au gouvernement, aucun examen de texte. L'une des questions qui se pose, c'est celle pour le budget. Il y a deux hypothèses à l'heure où on se parle. Je précise à l'heure où on se parle. C'est soit la situation parlementaire reste identique pour l'instant, soit il y a une dissolution. Quelles sont les conséquences pour le budget ? Écoutez, le budget, l'an dernier, on a bien vu ce que c'était qu'une France
où le budget n'était pas voté à temps, hein, puisque le Premier ministre Michel Barnier avait été censuré, et son budget avait été censuré avec lui début décembre. Finalement, François Bayrou avait pu faire voter un budget en février, donc effectivement, ça pose des difficultés qu'il n'y ait pas de budget et qu'il y ait du retard dans la présentation de ce budget qui doit être présenté de manière réglementaire au plus tard le 13 octobre en Conseil des ministres et ensuite aller à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais concrètement, les conséquences, si il n'y a pas de budget d'ici le 13 octobre, comme cela devait être le cas, elles ne sont pas encore catastrophiques, puisqu'il y a des solutions de recours. On peut faire une solution constitutionnelle, le 12e, ce qui s'appelle le 12e, c'est faire voter chaque mois les budgets, de l'année précédente et ainsi les faire passer par voie réglementaire. Nous étions en train d'avancer sur des solutions concrètes, dit Sébastien Lecornu, c'est vrai? C'est vrai, oui, en quelque sorte, puisqu'il y a eu Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jeu de poker menteur qu'il y a eu entre les partis et Lecornu? Moi, je pense qu'il y a eu un vrai dialogue entre Sébastien Lecornu et la gauche socialiste. Hein. D'ailleurs, j'ai été assez étonné l'hommage d'Olivier Faure. De l'hommage d'Olivier Faure sur X. Ouais. Qui salue le dernier gaulliste, une décision digne. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Avec LR, je pense que le dialogue a été également assez fourni. En revanche, il n'y a clairement pas eu de dialogue avec il y a eu un dialogue de façade avec le Rassemblement national, ainsi qu'avec le reste de la gauche. Comment est-ce que les Insoumis vont parvenir à faire... en tous les cas, mettre à l'agenda et à mettre au débat à l'Assemblée un examen de destitution d'Emmanuel Macron? Non. Il n'y a aucune chance que ça arrive parce qu'il leur faudrait une majorité au sein de la commission en charge d'analyser ce texte. Ils n'ont pas cette majorité, ils ont juste, les Insoumis et quelques écologistes qui voteront ce texte. Vous parliez d'Olivier Faure tout à l'heure, ce sera ma dernière question. Il s'était dit prêt ces dernières heures à aller jusqu'à la censure et jusqu'à la dissolution. Est-ce que les partis actuellement représentés à l'Assemblée veulent vraiment une dissolution? Moi, j'en suis pas certain. Et quand je parle avec les députés de tout rang, du Rassemblement national au Parti socialiste, ils n'ont pas envie de retourner en campagne. Ils sont déjà encore ultra fatigués par l'année et demie qui vient de s'écouler, la campagne des européennes, la campagne des législatives anticipées, une année complètement chaotique à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas envie de retourner sur le terrain. Mais le jeu des partis fait qu'on s'en approche quand même grandement. Merci beaucoup, Wally Bardas. Plus que jamais, pour comprendre la situation, lisez Palais Bourbier. C'est captivant et c'est indispensable pour comprendre la situation actuelle. Chronique d'une France ingouvernable. On y est, précisément. Donc, c'est le moment de le lire. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Wally. Merci. Et merci beaucoup d'être passé par les studios du Figaro TV, parce que vous avez pas mal de travail en ce moment. Et on aura le plaisir de vous lire, ainsi que toutes les contributions du service politique, sur le site du Figaro, bien évidemment, et dans l'édition papier de ce mardi. Mais les articles sont déjà accessibles sur le site. Précisément, est-ce qu'on veut ou pas une dissolution? C'est tout le débat, en tous les cas. Mais les réactions sur le sujet n'ont pas tardé. Aussitôt, l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu, comme l'illustre d'ailleurs ces propos de Jordan Bardella. J'appelle un retour aux urnes. Parce que dans une démocratie digne de ce nom, lorsque les Français expriment un rejet aussi fort qu'ils l'expriment depuis les élections européennes et les élections législatives, alors toute autre hypothèse et toute autre solution qu'un retour aux urnes est une manière de gagner du temps. Mais je pense que nous n'aurons aucune autre possibilité que de revenir devant les Français parce que, encore une fois, plus on attend, plus on joue avec la stabilité du pays et les angoisses de nos compatriotes. Et je regrette qu'Emmanuel Macron ne l'entende pas. Donc vous attendez une dissolution prochaine? En tout cas, je l'espère. Jordan Bardella qui espère donc une dissolution prochaine en réponse à la question de notre confrère Frédéric Delpech d'LCI. À l'inverse, Manuel Valls a dit tout le mal qu'il pensait de cette éventualité, avant même d'ailleurs l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu. Et moi je suis contre. Je suis déjà venu le dire à votre... C'est quoi la dissolution? C'est d'ailleurs plusieurs semaines de pagaille supplémentaire. Nous l'avons connu il y a un an,
Avec quel résultat? Soit le blocage total et absolu et encore plus grave que celui que nous connaissons, soit c'est la victoire du Rassemblement national. C'est le choix que feront les Français, mais personne n'en est sûr. Bonjour Frédéric Michaud. Bonjour. Alors on n'est jamais sûr de rien, on va justement regarder ça avec vous. Merci beaucoup de vous être libéré pour venir commenter cette crise politique née de la démission de Sébastien Lecornu, 9h40 ce matin, démission acceptée par l'Élysée. Est-ce qu'il y a un désir de dissolution chez les Français ? Oui, quand on réalise des enquêtes sur cette hypothèse auprès des Français, une courte majorité qui aspire à une nouvelle dissolution. C'est la solution qui apparaît comme la solution privilégiée pour débloquer la situation actuelle. On voit que là, on entre encore un petit peu plus dans la crise. On n'a jamais eu un gouvernement mort-né, un gouvernement d'un jour. On en a déjà eu dans l'histoire française, jamais sous la 5e, jamais sous la 4e. Il faut remonter à la 3e République, il y a plus d'un siècle, pour trouver ce type de même gouvernement. Même sous la 4e République, même pendant la crise de 1958, on n'a pas eu... Non, sous la 4e République, la durée moyenne des gouvernements, c'est 7 mois. Le gouvernement le plus court, c'est 49 jours. Donc là, on est vraiment dans une situation qui est gravissime au regard de l'histoire politique française. Et de son histoire institutionnelle. Que pouvaient justement penser les Français de ce gouvernement ? Ce qu'il était, c'est-à-dire la répétition à l'identique du gouvernement précédent, avec un seul ajustement majeur, celui de l'entrée de Bruno Le Maire au gouvernement, un an après l'avoir quitté. Bruno Le Maire, c'est le symbole du macronisme. Il a été ministre d'Emmanuel Macron pendant 7 ans, sans discontinuer à Bercy, réintroduire cette personnalité dans le gouvernement, alors dans un autre poste, aux armées, c'était envoyer le signal que le gouvernement se rétrécissait. Et donc, ça pouvait simplement être perçu comme un gouvernement jumeau du gouvernement précédent. Est-ce que c'était une illustration de ce que vous avez appelé dans un livre qu'on recommande aujourd'hui, le gouffre démocratique ? Oui, sans doute. Alors on voit bien que depuis la dissolution, il y a eu plusieurs tentatives. Michel Barnier a essayé d'aller plutôt vers la droite, en tout cas d'obtenir la non-censure du Rassemblement national. François Bayrou, lui, essayait plutôt d'aller vers la gauche et à travers le conclave, à travers l'entrée de certains ministres, essayait lui plutôt d'obtenir la non-censure du Parti socialiste. Ces deux tentatives se sont soldées par des échecs. On aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement Lecornu ouvre encore plus. En réalité, c'est l'inverse qui a été choisi. Alors, il y a eu un symbole très fort qui était celui de renoncer au 49.3. Manifestement, ça n'a pas été suffisant. Et puis, il y a ce geste qui a été évidemment perçu comme une provocation par les LR de nommer Bruno Le Maire. Et donc, on se dit, mais pourquoi d'abord ne pas solidifier le socle commun et arrimer ses alliés ? Là, il y a quelque chose qui est un peu incompréhensible dans la stratégie qui a été appliquée. Est-ce que comment l'opinion, justement, peut analyser ce qui est en train de se passer ? L'opinion est très exaspérée par la situation, mais regarde aussi tout cela avec, je dirais, avec une forme d'indifférence, prend les choses avec beaucoup de recul. J'étais très frappé de voir qu'il n'y avait pas d'impatience, pas d'attente à l'égard de la formation de ce nouveau gouvernement, et puis aussi une forme d'inquiétude, mais une inquiétude qui dure maintenant depuis plusieurs années, plusieurs mois en tout cas, qui se creuse, inquiétude par rapport aux conséquences économiques de ce type de situation, des blocages qu'on Effectivement, la bourse française plonge ce matin, le spread avec l'Allemagne augmente et les banques françaises dévissent en bourse, comme nous apprend l'AFP à l'instant. Voilà, donc ça, des Français qui craignent les conséquences directes sur leur pouvoir d'achat de cette situation, conséquences par rapport aux différentes mesures qui peuvent être prises dans le cadre d'un budget, une hausse des impôts évidemment. Bref, voilà, c'est une combinaison d'inquiétude et une forme d'indifférence exaspérée. Inquiétude et indifférence exaspérée. LFI propose aux autres partis de gauche une rencontre cet après-midi. C'est Jean-Luc Mélenchon qui en a fait l'annonce. Est-ce qu'il y a un désir à gauche de refaire
le nouveau Front populaire et de refaire la NUPES? Alors je ne sais pas si c'est un désir, mais c'est peut-être une nécessité. On a bien vu lors des élections précédentes, lors des 2 dernières élections législatives, à quel point des différences idéologiques, des divergences même de fond, qui étaient très fortes, étaient surmontées grâce à la nécessité électorale et dans un temps extrêmement bref. Il y a, vous savez, dans tous les partis, la nécessité d'assurer la viabilité électorale, de maintenir et d'accroître son positionnement au Parlement. Là, c'est encore plus le cas dans la perspective des prochaines élections municipales. Ça, je dirais que c'est une nécessité vitale pour toutes les formations politiques. Et à gauche, ils ont fait déjà à 2 reprises la démonstration qu'ils étaient capables de mettre de côté des divisions idéologiques très fortes pour pouvoir se réunir et obtenir de la performance électorale. C'est peut-être les prémices de cette réunion à laquelle nous assisterons cet après-midi. Est-ce que la déclaration contre les partis de Sébastien Lecornu peut rencontrer un assentiment dans l'opinion ? Oui, bien sûr, les partis politiques ont très mauvaise presse. Surtout si la gauche fait ce qu'elle va faire. En fait, les partis politiques, quand ils animent le débat d'idées, quand ils proposent des mesures, quand ils sont sur le terrain de la politique au sens noble, sont vus comme des rouages essentiels. Mais en revanche, quand ils sont dans l'électoralisme, dans les combinaisons, dans la politique politicienne, évidemment, là, ils sont très largement rejetés. Dans l'exaspération que j'indiquais tout à l'heure, il y a aussi cette idée que toutes ces formations politiques sont incapables de se mettre d'accord et de faire prévaloir l'intérêt général au détriment des intérêts partisans. Incapables aussi de faire des concessions, incapables de faire des compromis, comme ça a encore été montré récemment. Entre dissolution, maintien de la situation actuelle ou autre hypothèse, on parle de un certain nombre d'élus, pas des moindres, évoquent une démission d'Emmanuel Macron. À quelle solution va la préférence des Français ? Sans doute la dissolution. On a aussi une part importante des Français qui souhaiteraient la démission du chef de l'État, parce qu'il est vu comme le grand responsable de tout cela. Mais voilà, il y a ce que souhaite l'opinion, il y a ce que souhaitent les différentes formations politiques, et puis il y a la décision souveraine du chef de l'État. On peut faire l'hypothèse que la dissolution n'est peut-être pas encore le choix qui sera privilégié. La dissolution pour Emmanuel Macron, c'est vraiment l'ultima ratio. C'est vraiment l'arme à n'utiliser qu'en dernier recours. Alors il a de moins en moins de possibilités. Son champ des possibles se rétrécit. N'est-ce pas ce à quoi on vient d'assister ? Il peut encore nommer un Premier ministre de gauche, il peut encore nommer une personnalité technique, un haut fonctionnaire, par exemple. Tout ça lui permettrait de gagner du temps, de temporiser. Moi, je pense qu'à partir du mois de janvier, la dissolution deviendrait impossible, en tout cas plus difficilement réalisable, parce qu'elle viendrait percuter la campagne des élections municipales. Et puis, au lendemain des élections municipales, on sera à moins d'un an de l'élection présidentielle. On entrerait vraiment dans la campagne présidentielle. Sauf à coupler les municipales avec les législatives. Ouais, alors techniquement, oui, bien sûr, mais techniquement, ça pose des difficultés. Et la solution qui serait privilégiée dans ce cas-là, ce serait de réaliser les élections législatives et de reporter de quelques mois les élections municipales. Il faudrait peu pour que ça marche, a déclaré dans la matinée le Premier ministre démissionnaire. Est-ce que les Français veulent que ça marche ? Les Français sont en attente de stabilité politique pour avoir de la lisibilité. Et c'est peut-être ça, ce qui n'est pas perçu par... Et c'est paradoxal, Frédéric Michaud, parce que d'un côté, on veut de la stabilité pour avoir de la lisibilité et de la visibilité, et de l'autre, la solution d'une dissolution n'est pas, en tous les cas, rejetée par l'opinion. Oui, et vous avez raison. Et d'ailleurs, quand on fait des études, alors... Les études, pour l'instant, sont des études très largement hypothétiques, puisqu'on ne sait pas quelle sera l'offre électorale, il n'y a même pas de dissolution d'annoncer. Mais on voit que dans les différentes hypothèses, aucune ne parviendrait à dégager aujourd'hui une majorité claire. Donc le blocage persisterait, même
si des élections législatives avaient lieu. Ça, c'est de nature à freiner la dissolution, en tout cas le choix de la dissolution par Emmanuel Macron. En fait, je crois que dans l'opinion publique, l'aspiration à la dissolution est une aspiration à sortir rapidement de la situation de blocage actuelle. On sait que les législatives anticipées, c'est une campagne très courte, et donc il y a la volonté de redonner un petit peu de lisibilité à travers des élections qu'on espère conclusives. Mais rien n'est moins sûr. Alors justement, on va y revenir. D'abord, une première observation. On a vu effectivement que Sébastien Lecornu a essayé vraiment d'avoir des discussions très poussées avec la gauche et d'essayer de faire un pacte avec la gauche sur l'injonction de l'Élysée. Mais est-ce que là, on n'est pas arrivé à un niveau de déconnexion entre les Français et la façon dont procédait le Premier ministre et l'Élysée? Je voudrais vous faire écouter, et parce que je voudrais avoir également vos indicateurs. On a posé la question à Céline Braque de Doxa, et j'aimerais bien avoir votre réaction et vos indicateurs. Merci. Là, vraiment, l'opinion penche très clairement à droite. C'est-à-dire que lorsqu'on demande le gouvernement dont ils rêvent, les Français parlent d'un gouvernement de personnalité du monde, de la société, qui ne serait pas des politiques. C'est ça, en fait, leur souhait numéro un. Derrière, le gouvernement qu'ils souhaitent, c'est un gouvernement plutôt composé de personnalités de LR, des Républicains. La semaine dernière, on posait la question dans le sondage du Figaro avec Backbone, et on avait 55% de Français qui disaient « on souhaite que Lecornu puisse nommer des Républicains au gouvernement ». C'était le seul parti qui était cité majoritairement devant le PS, 48%, et devant le Rassemblement national, 47%. Donc c'est plutôt la droite, dite modérée, qui a le vent en poupe en ce moment. Est-ce que ce sont les mêmes indicateurs dont vous disposez ? Oui, absolument. On voit bien l'aspiration très classique, très traditionnelle en France à un gouvernement d'union nationale composé de personnalités issues de la société civile. Ça, c'est très consensuel. C'est pas très clivant. Et tout le monde peut s'y retrouver, ce qui explique voilà, le fait que l'opinion publique privilégie cette option. Et ensuite, on a évidemment une vie politique qui penche très largement à droite. Ça signifie aussi en creux que la mue du Rassemblement national vers la culture du gouvernement n'est pas encore totalement achevée. Alors j'ai bien noté qu'ils avaient un plan Matignon 2 dans le cas d'éventuelles élections législatives anticipées, qu'ils avaient retravaillé le choix des différentes candidatures. Mais est-ce que ce processus de professionnalisation est suffisamment abouti pour que l'opinion publique les juge en capacité d'exercer le gouvernement de la France, hein. On sait que ça avait été une de leurs grandes faiblesses, c'est ce qui les avait pénalisés en 2024. Pour l'instant, c'est la grande incertitude. Aussi. Et le Front républicain. Mais la faiblesse des candidats, l'incompétence perçue de certains candidats, le fait qu'ils n'étaient pas au niveau, pas suffisamment expérimentés pour pouvoir tenir les rênes du gouvernement, ça avait freiné beaucoup d'électeurs qui envisageaient de voter pour le Rassemblement national. Bon, mettons-nous quand même dans l'hypothèse de la dissolution. On revient à ce que disait Manuel Valls ce matin. Si dissolution il y a, si élection il y a, qui peut tirer son épingle du jeu ? À nouveau, c'est très compliqué de le faire, puisqu'on ajoute des suppositions aux suppositions. Il y a des indicateurs lourds. Oui, mais toutes ces constructions spéculatives sont très fragiles, précisément parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses possibles, et une dissolution n'a pas été annoncée. Mais ce qu'on voit, c'est une petite poussée du Rassemblement national, qui ne lui permettrait pas, et de ses alliés, qui ne lui permettrait pas d'obtenir, à date, aujourd'hui, la majorité. On voit également une poussée des Républicains. Et ça, c'est les bénéfices de la participation depuis un an au gouvernement. On verra comment l'épisode d'aujourd'hui impacte ou non la position des Républicains et singulièrement celle de Bruno Retailleau dans l'opinion dans les jours qui viennent. On voit évidemment un recul assez fort de l'ex-majorité présidentielle.
Renaissance, le MoDem, Horizon, là c'est plus qu'un tassement. Et puis on voit une gauche qui est relativement affaiblie. Alors là aussi, la grande inconnue, c'est ce que nous évoquions en début d'entretien. Est-ce que le PS fait candidature commune avec les autres formations de gauche, ou est-ce qu'au contraire, on a deux ou plusieurs formations de gauche qui entrent en concurrence dans la plupart des circonscriptions? Ça, évidemment, c'est de nature à modifier très largement la physionomie de la future, d'une hypothétique Assemblée nationale. C'est bien évidemment ce que l'on va continuer à suivre dans les heures à venir, et bien évidemment sur le site du Figaro également, avec toutes les infos, les dernières infos. Je recommande, Frédéric Michaud, puisque l'heure est à ces questions-là, Le Gouffre démocratique. C'est aux éditions du Cerf, Les gouvernants et l'opinion, c'est absolument passionnant. Et puis l'autre livre, bien évidemment, Le sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages, c'est aux éditions du Cerf. Et c'est contre-intuitif comme thèse, mais c'est un livre qui vous démontre avec assez d'arguments que les sondages ne se trompent pas. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Michaud. Pour la première fois depuis 2 ans, la paix peut-elle revenir quelques instants à Gaza? En attendant la poursuite des discussions autour du plan proposé par Donald Trump, plusieurs manifestations rendent hommage aux morts du 7 octobre et on fait cortège d'ailleurs en soutien aux otages, notamment en France, comme cette soirée organisée par le CRIF ce week-end, où bien évidemment son président a pris la parole. Nous appelons encore une fois à la libération immédiate des otages. Mais ce soir, nous gardons espoir. L'espoir qu'après cette guerre, enfin, vienne le temps de la paix. Une paix juste, une paix durable entre Israéliens et Palestiniens libérés du Hamas. Une paix entre Israël et tous ses voisins, pour que toujours vive l'État d'Israël, fidèle à ses valeurs juives et démocratiques. Bonjour Denis Oliven. Bonjour. Comment expliquer que l'émotion et le soutien à Israël et aux Juifs de France au lendemain du 7 octobre a fait place à une montée de l'antisémitisme, en France notamment, et pas seulement, et à un isolement, y compris de l'opinion d'Israël? C'est un peu le sujet, c'est ça qui m'a conduit, moi qui viens d'une famille complètement non religieuse, absolument patriote et républicaine, et pour qui cette question était tout à fait secondaire, c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, ce dictionnaire amoureux des Juifs de France, parce que je me suis aperçu qu'on était très ignorant de notre histoire. On va peut-être y revenir, mais la France, il y a des Juifs en France depuis 2000 ans, sur le sol de ce qu'allait devenir la France, depuis 2000 ans continuellement. Et la France depuis la chute du temple de Jérusalem, exactement, et depuis sa prise par les Romains. Exactement, il y a des Juifs. Cet événement qui est prophétisé d'ailleurs par le Christ dans les évangiles et pour lesquels il pleure sur Jérusalem. Il y a une présence juive en Provence depuis le 1er siècle de notre ère, en Alsace-Lorraine depuis le 9e siècle, à Bordeaux depuis le 16e siècle, etc., etc. Donc il y a une très longue histoire. Et d'autre part, il y a une très belle histoire. La France est un modèle absolument extraordinaire dans le monde. Justement, est-ce que la France est en train de perdre son titre de pays le plus philosémite du monde? La France, je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, alors moi je l'ai raconté par 100 portraits au lieu de faire un truc académique, mais la France est le pays qui, le premier en 1791, a donné la citoyenneté aux Juifs, le premier qui en 1848 a nommé des ministres juifs, le premier qui s'est battu pour un capitaine, Dreyfus, Jaurès, Péguy, etc., le premier qui a nommé un président du Conseil en 1936, Blum, juif. C'est un pays, même l'occupation dont on parle souvent, 75% des Juifs français ont été sauvés de l'extermination, alors que partout en Europe, l'extermination a touché 75% des Juifs, c'est l'inverse. Donc c'est un pays, et au panthéon des Français, dans notre grande histoire, dans les grands personnages que nous célébrons, Montaigne, Proust, Bergson, je sais pas qui, Pierre Mendès France, il y a un grand nombre de figures juives. Donc la France, c'est d'ailleurs la grandeur du modèle français, pas seulement avec les Juifs, un modèle humaniste et intégrateur. Le Creuset français a accueilli et assimilé les Juifs, et les Juifs se sont identifiés à la nation. Et ça n'est pas terminé. Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, la France n'est pas antisémite. Il y a des secteurs de l'opinion qui sont antisémites,
et c'est un antisémitisme d'un genre nouveau, entièrement lié. On va y revenir, Denis Olivian. Mais d'abord, d'où vient ce philocémitisme? Je pense que c'est, parce que mon dictionnaire est une déclaration d'amour à la France. Je pense que c'est l'incroyable vertu. Le général de Gaulle disait une certaine idée de la France. La France, c'est ça. L'humanisme français, c'est ça. C'est la capacité qui s'est exprimée à partir de Lumière de manière extraordinaire. C'est la capacité à construire une communauté nationale à partir de gens qui peuvent être différents et sans leur demander d'abolir leurs différences. La formule de 1791 de Clermont-Tonnerre pour donner la citoyenneté aux Juifs, c'était tout aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation. Nation au sens de communauté. Donc vous avez le droit d'être juif ou d'être protestant, d'être musulman. Vous avez le droit, dans un tout autre domaine, d'aimer vos racines provençales ou corses ou bretonnes. Ça, c'est votre vie privée. Mais en tant que citoyen, vous êtes dans une seule et même communauté, la communauté nationale. C'est la République française. Et c'est un modèle très différent d'autres modèles en Europe qui sont fondés, par exemple, sur les communautés. Et c'est ça qui... Et c'est pas seulement vrai des Juifs, mais les Juifs, c'est un exemple frappant de ce modèle français. Mais que se passe-t-il avant la Révolution française ? Avant la Révolution française, la situation est un peu différente, mais jusqu'au Moyen-Âge, disons, les Juifs vivent comme une minorité, mais ils sont sous la protection, figurez-vous, de l'Église. Et dans mon dictionnaire, il n'y a pas simplement des Juifs, il y a des chrétiens, des philosophes comme Abélard, des papes comme Clément, qui se sont, ou Bernard de Clairvaux, qui se sont illustrés dans la défense des Juifs. Pourquoi est-ce que l'Église protège les Juifs jusqu'aux croisades, disons? Pourquoi est-ce qu'ils protègent les Juifs? Parce que les Juifs sont les témoins de la vérité de l'Évangile. Donc il faut les protéger parce qu'ils sont, à contrario, si j'ose dire, les témoins de la vérité de la révélation et du Christ. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous le rappelez, c'est que les premières arrivées sur la terre de Gaulle, c'est précisément la Provence, et c'est d'ailleurs un des vecteurs de la christianisation. La Provence, puisqu'il y a, en tous les cas, à la Sainte-Baume, c'est Marie-Madeleine, et les Saintes Maries de la Mer, ce sont les femmes d'apôtres qui sont dans le siège du Christ. Donc jusqu'aux croisades, disons, et jusqu'à Philippe le Bel, les Juifs vont vivre sous la protection de l'Église. Les croisades vont modifier, pas seulement... en France, on voit qu'à la fin du Moyen-Âge, disons au XIVe siècle, 14e, 15e siècle, partout en Europe, on expulse les Juifs. En Espagne, en Angleterre. Simplement, ils ne reviendront dans aucun de ces pays, alors qu'en France, ils vont demeurer, d'abord parce qu'ils demeurent en Alsace-Lorraine, et puis parce qu'en Provence, ils sont sous la protection du pape. Des États du pape. Les États du pape. Donc, c'est un particularisme français. Et donc, il y a une présence continue des Juifs en France qui n'est pas vraie dans d'autres pays d'Europe. Et ça va nourrir la cohabitation. Les Juifs vont s'acclimater ou se nationaliser, se naturaliser français, et la France va les assimiler. Alors, sans pour autant piocher dans votre dictionnaire, on va prendre quelques mots, puisque c'est l'actualité. Rosh Hashanah, d'abord, à quoi ça correspond ? Alors vous savez, moi je suis complètement agnostique, mais Rosh Hashanah, c'est les grandes fêtes du Nouvel An juif, c'est à la fois le Nouvel An et le Grand Pardon, le moment où les Juifs se font pardonner leurs fautes. Parce que là, mais moi, mon dictionnaire, il est... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de fêtes, parce que moi je cherche Soukhot et Kippour, j'ai pas trouvé. Ah oui, non mais une fois encore, je viens d'une famille absolument laïque, j'ai mis les pieds pour la première fois de ma vie dans une synagogue, je devais avoir 14 ou 15 ans, j'ai bien plus fréquenté les églises, et d'ailleurs je consacre une des entrées à la conversion, aux Juifs qui se sont convertis, aux grandes figures de la conversion, parce que ça m'a toujours fasciné. Pourquoi ? D'abord, c'est une expérience de jeune homme. Quand j'avais 13-14 ans, ou 12-13 ans, j'avais des copains, j'avais pas de copains juifs, j'avais des copains chrétiens, ils m'ont emmené chez les Louveteaux, et j'ai rencontré un aumônier. C'était dans les années 70, c'était l'époque de la théologie de la libération, des prêtres ouvriers, et il y avait un aumônier qui était merveilleux, qui était, disons, qui exprimait une idée de la justice de l'Église comme
vecteur de la justice sociale et qui m'avait beaucoup impressionné. J'ai eu la tentation du message universel évangélique. S'il n'y avait pas eu le souvenir de l'extermination, si je m'étais pas dit c'est une trahison des membres de ma famille qui ont été exterminés, j'aurais pu être tenté de le faire. Il y a un universalisme du message chrétien qui est une tentation pour beaucoup de juifs, et je le raconte dans le livre, des personnages. Alors, certains d'entre eux vont devenir très prosélytes. Il y a par exemple une congrégation entière faite pour convertir les juifs, fondée en France par Ratisbonne, qui sont des juifs convertis, et d'autres, comme par exemple le poète Max Jacob, n'ont pas cette tentation-là de prosélytisme à l'égard des juifs. Mais il y a, pour beaucoup de juifs, enfin, pas beaucoup finalement, un certain nombre d'entre eux, l'idée d'accomplir complètement leur intégration dans la nation en entrant aussi dans la religion majoritaire. Il y a également un personnage central dans votre livre, consacré plusieurs pages, c'est Napoléon. Oui, parce que la Révolution donne aux Juifs l'égalité des citoyens, et Napoléon parachève ce cheminement en fondant les conditions de leur intégration définitive, et notamment l'abandon d'un certain nombre d'éléments de leur loi propre, religieuse, au profit de la loi républicaine. Donc il réunit un Sanhédrin, comme il dit, reprenant le nom d'un tribunal biblique. Il réunit des rabbins et des autorités juives pour leur dire, voilà, est-ce que vous renoncez à la polygamie? Ils y avaient renoncé, en fait. Et il pose des conditions à l'intégration dans la nation que les Juifs acceptent et reconnaissent. Et donc, c'est précisément la fin il achève le travail de la Révolution en ramenant vraiment à l'ordre du privé la religion juive, pour soumettre les Juifs à la loi générale comme citoyens à part entière. Et par ailleurs, il va créer les institutions religieuses, il va organiser le culte juif sur le modèle du culte catholique. Il y a deux mots que je n'ai pas trouvés, sionisme et Israël. Il y a sionisme. Alors moi, mon dictionnaire part du 1er siècle et s'arrête. Non, il s'arrête. Il y a 750 pages et 114. Je regardais attentivement. Mais pourquoi? Parce que mon dictionnaire s'arrête dans les années 50. Pourquoi? Parce que ce que les historiens ont appelé le franco-judaïsme, c'est-à-dire cette adhésion très profonde des Juifs à la nation et l'accueil très profond de la nation aux Juifs, est modifié par trois phénomènes. La guerre. Même si, une fois encore, je le répète, la France est une exception dans la protection des Juifs, je consacre une entrée au juste, la guerre et la création de l'État d'Israël qui en est en quelque sorte le produit. À partir de là, et puis il y a l'accomplissement de la société moderne qui donne aux individus une plus grande place. On voit que le communautarisme, le droit à la différence s'exprime pas seulement pour les Juifs, pour les homosexuels, pour le régionalisme. Bon. Donc ça va modifier un peu tout ça. Et je raconte quand même dans une entrée les débuts du sionisme. Au début, les Juifs français sont très réticents à l'égard du sionisme parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse penser qu'il y a une double allégeance. Ils sont français, d'abord français. Et donc, ils considèrent que l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, c'est bien pour les Juifs qui n'ont plus de patrie, chassés d'Europe centrale ou plus tard du monde arabe, mais eux, ils ont une patrie, ils sont français. Et donc, ils vont toujours avoir un rapport à la fois d'affection pour l'État d'Israël, ils soutiennent son existence, mais en même temps, ils veulent bien qu'il n'y ait pas de confusion entre leur patrie, qui est la France, et le lien spirituel qu'ils ont, disons, avec l'État d'Israël, parce que et le philosophe français Emmanuel Levinas a appelé le pacte d'Auschwitz. Le fait qu'après Auschwitz, il considère qu'il faut défendre l'existence de l'État d'Israël comme un refuge pour les Juifs qui n'ont pas la chance d'être comme les Français dans une patrie qui les protège. Vous disiez tout à l'heure, au début de cet entretien, Denis Oliven, qu'il y a un antisémitisme d'un genre nouveau qui apparaît dans certains secteurs de l'opinion. Par quoi il se caractérise et depuis quand? Alors, il y a eu historiquement un anti-judaïsme chrétien, le peuple déicide, dont l'Église s'est guérie, notamment avec Vatican II.
Et d'ailleurs, je raconte je fais le portrait dans le dictionnaire d'un personnage, Jules Isaac, l'historien français du Malais Isaac, qui a joué un rôle décisif dans ce mouvement. Ensuite, il y a eu, au XIXe siècle, un anti-judaïsme socialiste. Les Juifs, rois de l'argent. Marx, Proudhon, Fourier. Cet anti-judaïsme, la gauche s'en est guérie aussi après l'affaire Dreyfus. Ça revient aujourd'hui. Troisième phase de l'anti-judaïsme, l'antisémitisme hitlérien. Les Juifs, race inférieure. Il a vraiment été, bien évidemment, complètement démonétisé par la barbarie nazie. Est apparu depuis une vingtaine d'années un antisémitisme qui se donne les gants d'être un moral, c'est l'antisionisme. Et qui repose sur quoi? L'antisionisme radical. Non pas la critique de la politique du gouvernement d'Israël, qui est légitime, mais la critique de l'existence même d'Israël, qui repose sur un syllogisme qui est le suivant. Tout juif est comptable d'Israël, tout Israël est comptable de son gouvernement, et comme ce gouvernement est, accusation fallacieuse, mais génocidaire, même moi je suis très critique à l'égard du gouvernement Netanyahou, mais l'expression génocidaire est inappropriée, comme ce gouvernement est génocidaire, tout juif est génocidaire. Donc je peux combattre, agresser les juifs, puisque ce sont les représentants de ce gouvernement génocidaire. Tout juif dans cet antisémitisme-là est suspect d'être un agent caché, plus ou moins, de l'État sioniste ONI. Oui, et même quand on dit, quand on fait de sioniste une injure, c'est déjà un pas dans l'antisémitisme. Parce que sioniste, ça veut dire que c'est le droit à l'existence de l'État d'Israël. Donc si vous contestez le droit à l'existence de l'État d'Israël, c'est déjà une situation où on ne conteste pas le droit à l'existence de l'État algérien ou de l'État que sais-je. Donc c'est ce nouvel antisémitisme qui apparaît aujourd'hui du fait du Moyen-Orient et du fait de l'utilisation, de l'instrumentalisation du conflit du Moyen-Orient par un certain nombre de forces. Et c'est ça qui est nouveau, c'est que c'est la gauche. C'est la gauche. Alors justement, mais est-ce que la gauche et les personnalités juives de gauche n'ont pas péché par naïveté en stigmatisant systématiquement soit un antisémitisme résiduel, je passe dans les années 80-90 au moment de la montée en puissance de l'antiracisme, et soit même fantasmé. Moi je me souviens de Philippe de Villiers viré de la manif en hommage à Ilan Halimi dans les années 2000. Est-ce qu'il n'y a pas eu là... Quand on regarde les enquêtes d'opinion, il demeure un antisémitisme traditionnel à l'extrême droite dans l'électorat. Oui, mais les études de la Fondapol l'ont montré, c'est un antisémitisme de préjugés. Ça n'est pas un antisémitisme de passage à l'acte agressif. En revanche, ce qu'on a vu monter d'une manière très impressionnante, c'est un antisémitisme dans l'électorat d'extrême gauche. Et cet antisémitisme-là est un antisémitisme d'action. C'est la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu, en particulier, de la naïveté en se polarisant sur cet antisémitisme qui était réel, mais résiduel, et en refusant de voir, pour des motifs antiracistes d'ailleurs, cette montée de l'antisémitisme à l'extrême. Il y a eu un double phénomène au cours des 15 dernières années. La dédiabolisation du Front National. L'antisémitisme est toujours un très bon marqueur du projet totalitaire. Les hitlériens étaient antisémites, les staliniens étaient antisémites, les islamistes sont antisémites. L'un des marqueurs de la dédiabolisation du RN, ça a été le renoncement par Marine Le Pen à l'antisémitisme de son père. Très important, parce que c'est le signal de l'acceptation des lois de la République. Et inversement, on a vu LFI rompre avec la tradition fondée par l'affaire Dreyfus de la lutte contre l'antisémitisme de la gauche et devenir le principal vecteur d'un certain nombre, au minimum, d'ambiguïté et pire que ça. Et donc, c'est pour moi un marqueur de la rupture de LFI avec la République. Il y a aussi deux mots qui ne figurent pas, mais pourtant ils traversent l'ouvrage. C'est les mots patrie et France. Et c'est ce qui rend aussi ce livre aussi délicieux qu'une conversation avec son auteur. Le dictionnaire amoureux des Juifs de France. C'est absolument à lire. C'est aux éditions Plomb. Et comme tous les livres de Denis Oliven sont à lire. Et vous allez passer un très très bon moment. Et vous allez vous instruire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur pour un nouveau numéro de Point de vue. Je vais y arriver. Merci.